Alors, bonjour à tous. Ici Joël Musard pour le Café Lab octobre 2017 et nous sommes ici à Ecto. Alors, bonjour à tous et je vais vous inviter à vous présenter. Donc, on va inviter Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Joël. Donc je suis Virginie Guinière-Legros. Je suis passionnée d'innovation. C'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Voilà. Merci. Et puis, tu peux dire à Frédéric dans quelle ville tu es? Alors moi je suis à côté de Lausanne, mais je connais Frédéric, donc elle sait bien où je suis. D'accord. Frédéric, bonjour. Tu peux te présenter? Oui, alors Frédéric Milan, donc je suis ingénieur pédagogique et bon, je connais Virginie parce qu'on est toutes les deux sur le GDP Lab, voilà, et donc je suis à Valence d'Agen, en Tarn-et-Garonne, non loin entre Agen et Montauban. D'accord, merci Frédéric. Jean-Claude à Gaspé. Oui, bonjour. Moi, je suis Jean-Claude Plourde. Je fais de la consultation en gestion au niveau des organisations, mais j'ai une préoccupation particulière en gestion des connaissances et des processus d'innovation. Merci Jean-Claude. Pascal en France. Bonjour, Pascal Bernardon, mais je participe et j'anime des communautés de knowledge management au sein de missions auprès de mes clients. Excellent. Et tu es près de Paris, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, banlieue, Ouais. à côté de Disneyland. Okay. On va t'habiller. Voilà. Ça sera ton habillé pour le Halloween. Là. Et je vais inviter Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Je suis économiste et puis j'aime beaucoup l'idée d'optimiser les conversations et le travail essentiellement. Et puis je suis à Montréal, pas tellement loin de Joël. Merci Alexandre. Luc, ici à côté à Hecto. Bonjour Luc. Bonjour, je m'appelle Luc Dancause, je suis sur Montréal. Je travaille comme consultant en gestion et partage des connaissances. J'évolue un peu dans le secteur de l'innovation sociale, mais pas seulement. Je travaille à l'échelle du Québec et aussi en Amérique latine. Merci Luc. Et ici à côté, Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Joël, bonjour tout le monde. Loïc, moi je travaille dans le domaine de l'innovation et puis par mon co-animateur avec toute une bande du Collab du Savoir. Merci Loïc. Et tu t'intéresses beaucoup aux innovations bancaires de ce temps-ci. Oui, en ce moment, oui, tout à fait. Une petite conférence que je vais faire demain devant 130 personnes. Excellent. Bonjour. Donc, maintenant, je vous invite à me rejoindre sur l'autre fenêtre. Et donc, on va aller ici. Et avant de commencer, je vais vous inviter à fermer les yeux et puis prendre un inspire, puis inspirer, puis expirer. Et puis 3 fois. Et puis on commence en silence à mettre des bulles sur l'espace de partage, de co-construction. Et c'est parti.
Dites-moi, de quelle rentrée parlons-nous ici? C'est pas la rentrée scolaire, Non, mais j'imagine bien, c'est pour ça que je demande. c'est le commencement de la période 2017-2018. Donc, chacun a des défis à ce moment-ci et tout le monde veut faire les projets pour avant-hier. D'accord. Joël, c'est dans l'espace de co-construction qu'on travaille? Oui, c'est ça. D'accord. Et le thème, c'est... Il est là-haut. Les préoccupations et défis de la rentrée, comment les aborder avec une approche agile, flexible, collaborative. Je sais que la porte de la cuisine est ouverte et avec plein de légumes. Avec sushi. Cette soirée.
Alors, ça commence à se stabiliser, donc on va faire un premier tour de table. Luc, est-ce que tu veux parler ou commenter sur les bulles que tu as fait? Je serais curieux d'entendre plutôt les autres. Moi, j'ai été beaucoup observateur dans cette première séance. Ok. Je serais curieux, je vais sauter dans le train à la suite. D'accord. Alexandre, est-ce que tu veux faire des commentaires sur les bulles que tu as partagées? En fait, je n'ai fait juste deux. Je parlais de politique municipale puisque ici au Québec, on a des élections la semaine prochaine. Et puis ensuite, j'ai vu les liens avec la motivation collective. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'États, il y a beaucoup de comme le mindset aussi. Et puis, il faut dire, je me sens pas tout à fait encore à l'aise avec tous les liens possibles entre les bulles. Alors, je suis en train de m'adapter puis d'apprendre tranquillement. Et puis, mais je vois éventuellement, j'essaie de trouver des liens possibles. Voilà. D'accord, merci. Pascal, à Paris, est-ce que tu veux commenter tes bulles? Ouais, pas de problème. Donc, en fait, comment aborder une approche agile, flexible et collaborative? Je dirais, aujourd'hui, je suis en plein dedans. J'accompagne une entreprise française en ce moment à devenir collaborative, à travailler d'une manière un peu plus agile, à comprendre un peu mieux les choix technologiques qu'ils ont fait pour devenir collaboratifs. Ils ont essayé plein de choses avant que j'intervienne, en fait. Ils avaient essayé plein d'outils, Slack, Alfresco. Et là, aujourd'hui, ils se sont orientés vers Office 2016 et puis Office 365, pardon, et Workplace de Facebook, en fait. Donc, moi, je les accompagne aujourd'hui à prendre conscience qu'au-delà des outils, il y a des usages et que la collaboration, c'est avant tout une histoire d'être humain, qui ont envie ou pas de partager ensemble, et de leur faire prendre conscience de ce que les outils peuvent leur apporter en souplesse, en agilité. Donc, plutôt que d'envoyer des courriels, on peut utiliser des espaces collaboratifs comme on fait aujourd'hui sur Mobile Pro pour travailler d'une manière, je dirais, connectée ensemble, de manière synchrone là, mais qui peut être aussi fait en asynchrone. Donc voilà un petit peu, je dirais, le sens de toutes les bulles que j'ai pu mettre. Ok, Pascal, suite à tes propos, j'ai une petite question à te poser. Ouais. Tu as dit que l'entreprise a utilisé des tas d'outils de collaboratifs, Slack, etc. Tu peux nous parler un peu des résultats qu'il y a eu derrière et pourquoi ils continuent à chercher d'autres outils collaboratifs? Parce que la somme des outils collaboratifs, in fine, ça ne sert plus à grand-chose. En fait, ils pensaient que la collaboration, c'était l'outil qui allait le résoudre. Donc, comme c'est une société technologique, donc ils ont essayé à peu près toutes les solutions qui existaient sur le marché en fonction des affinités de chacun et ainsi de suite. Donc, ils ont du monde en Amérique du Nord, en Espagne, en Italie, au Portugal, en France. Et donc, il y en a qui ont essayé Slack, il y en a qui ont essayé d'autres solutions. Il y en a qui ont essayé SharePoint, il y en a qui ont essayé Facebook. Donc, et à un moment donné, la direction a décidé en fait d'arrêter 36 000 outils et de dire nous aujourd'hui on va prendre une décision, au moins celle-ci, et après on va se faire accompagner pour comprendre comment on peut devenir collaboratif avec donc tout ce qui est Office 365 pour tout ce qui est collaboration interne et travail au quotidien, et tout ce qui est workplace, ils ont fait le workplace pour Facebook, pour tout ce qui est communication, je dirais, transverse et corporate pour informer les autres, en fait. Donc, c'est ça l'idée. Donc, aujourd'hui, j'essaie de leur faire comprendre, au travers de toutes les briques qu'il peut y avoir dans les deux solutions qu'ils ont choisies, comment devenir collaboratif, où est-ce qu'on stocke des éléments, est-ce que la collaboration, parce qu'ils avaient une vision que la collaboration c'était uniquement le document, mais là,
si on ne collaborait qu'à travers des documents, la vie serait triste. Donc aujourd'hui, je leur fais comprendre, je leur fais prendre conscience qu'il y a de la conversation, il y a de l'échange, il y a bien sûr, il y a bien sûr des éléments, des flux d'informations, des images, du son, il y a de la vidéo, donc tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent s'organiser autrement et qu'ils arrêtent de s'envoyer des mails avec des pièces jointes énormes à 15 000 personnes et puis qu'après, plus personne ne sait qui a la dernière version. Et donc, c'est là-dessus où je travaille, moi, sur les usages plus que sur les outils. Parce que bon, j'ai accompagné déjà plein d'entreprises sur ces aspects-là. Je suis tombé sur les mêmes problèmes, en fait. Ils pensent que la technologie va résoudre le problème, alors que c'est un problème de comportement, c'est un problème de posture, c'est un problème de management. Et c'est de prendre conscience de comment on peut travailler autrement. Oui, mais d'après ce que tu dis, c'est qu'ils ont rajouté encore un autre outil technologique de communication. Non, ils ont supprimé tous les outils, sauf ils ont supprimé tous les autres outils. Donc, il n'y a plus de Slack, il n'y a plus de Alfresco, il n'y a plus rien. Maintenant, il y a deux solutions, Office 365 et Workplace. Terminé. Mais qu'est-ce qui les a amenés à ça? Parce que, la multiplicité des outils faisait qu'ils n'arrivaient pas à collaborer. Donc, encore non, mais ils n'ont pas fait une évaluation avant des outils Non, parce que ils ont pensé que, comme ils étaient dans une société d'ingénieurs et en technologie, ils n'avaient pas besoin de. Ils ont approché le problème par la techno, si tu veux. C'est compréhensible, puisque c'est leur culture. Mais à partir de là, moi, quand je les ai rencontrés, et puis depuis le mois de septembre, je travaille avec eux, depuis que je les ai rencontrés, je leur ai dit, mais c'est pas un problème technique, c'est un problème de comportement et un problème humain. Et après, on va trouver des solutions techniques, c'est pas ce qui manque, il y en a 3 fois trop. Donc, mais surtout, c'est faire comprendre comment je travaille. C'est-à-dire, quand je ferai un tableau Excel, collectif ou collaboratif, le tableau Excel n'a pas la même forme. Donc, c'est toutes ces choses-là que je suis en train de les sensibiliser. Mais parce que ça fait 25 ans qu'ils travaillent avec la messagerie et des documents et des répertoires. Point, c'est tout. Ouais, c'est leur culture, ça. C'est leur culture, voilà. Et Virginie, tu peux parler de tes bulles? Oui, en fait, moi, elles sont un peu plus basses. Moi, je suis partie justement de l'humain et de la structure, de la vision, en fait, commune du groupe. Parce que ce dont vient parler Bernard, je connais bien, en fait, parce que justement, avec Frédéric, on forme à peu près 200 étudiants par an aux outils collaboratifs et à la gestion de projet. Et c'est pas simple, surtout nous, c'est des étudiants qui ne se connaissent pas. On les fait travailler par 10 pendant à peu près 3 mois. Et nous, on parle toujours de l'humain. De toute façon, ce qu'il faut, c'est avoir, des gens qui se choisissent et après, avoir un but commun et une vision commune. Ça, c'est la base. Et après, seulement, on commence à construire le reste. On commence à construire les relations entre les gens. Quel type de relations se mettent dans le groupe. Les points importants dans ce genre de relations de groupe, c'est la bienveillance et la gratification. Et en même temps, poser une charte collective et collaborative. Savoir comment les uns et les autres fonctionnent ensemble. Ça, en général, c'est pas noté, mais les règles sont posées dès le départ. Parce que si elles sont pas posées dès le départ, en fait, il y a des gens qui vont penser que les choses fonctionnent dans un sens et d'autres dans un autre sens. Donc, c'est vraiment important de poser ces règles-là dès le départ. Et puis après, à partir de là, on peut créer des cercles collaboratifs. Nous, on le fait au niveau de la gestion de projet, mais ça peut se faire sur plein de sujets différents. Je le fais aussi par rapport à une autre association. On fait aussi partie de Frédéric qui s'appelle le Cercle APE, où on développe toutes les méthodologies autour des cercles d'apprentissage. Et puis, dans ces méthodologies de cercle d'apprentissage, c'est clair qu'on pose toutes ces règles, toutes ces bases. Et on vient de sortir un livre, là, juste maintenant, qu'on a écrit collectivement à 20 personnes. Et puis, ce livre est dédié au cercle d'apprentissage. Ça s'appelle « Osons le cercle d'apprentissage ». Je me fais un petit peu de pub, là. Mais c'est un livre très intéressant parce qu'en fait, on a posé l'expérience de 250 personnes dans le monde, francophones, qui ont posé, en fait, les 20 personnes ont capitalisé l'expérience des 250 autres sur des pratiques collaboratives qu'on a fait pendant une période de 3 mois, tous ensemble, il y a 2 ans.
et sur lesquels la bienveillance, la gratification sont vraiment les points fondamentaux pour qu'une équipe puisse travailler correctement ensemble. Voilà. Et puis après, à partir de là, on peut créer des cercles collaboratifs et de là, on peut structurer n'importe quel projet en fait. Et ça, c'est passionnant, c'est intéressant. Et puis surtout, nous, la base qu'on pose, en tout cas nous, sur la gestion de projet, c'est qu'on n'impose aucun système de fonctionnement collaboratif. C'est à chacun de découvrir son chemin et sa voie. Voilà, parce que chaque groupe est unique et puis est composé de personnes différentes, d'horizons différents. Plus on travaille avec des cultures différentes, parce que dans une équipe, il faut avoir des gens qui viennent de Haïti, qui viennent du Sénégal, qui viennent du Canada, de Paris, de Bruxelles, de Genève. Les Européens, je dirais, connaissent un petit peu, ont à peu près les mêmes règles de vie et de fonctionnement. Par contre, quand on commence à travailler avec les Canadiens, on commence déjà à avoir des différences. Quand on commence à travailler avec les Haïtiens, la différence est beaucoup plus grande. Et avec les Africains, il y a encore des façons de faire, des façons de gérer les groupes qui sont encore différentes. Et c'est pour ça qu'au départ, il faut que le noyau soit très bien construit et que les règles soient posées dès le départ. C'est pas des règles, comment dire, militaires. Ce sont des règles de fonctionnement où donc la bienveillance est vraiment le cœur de ces règles de fonctionnement entre les individus du groupe de travail. Voilà. Merci Virginie. Si tu peux nous donner le lien de ton livre, hein, on est preneurs, Virginie. Alors le lien, pour l'instant, il n'est pas encore, comment dire, je crois que le livre, il va, comment dire, un PDF, il va être mis en vente, je crois. Mais okay. On a un livre physique, si tu veux, on en a encore. Donc si tu veux, tu peux en commander. Je t'envoie l'adresse volontiers par mail et puis tu peux commander le livre. Voilà, j'imagine que vous allez faire un PDF électronique au oui, on va faire un siècle. PDF, mais pour l'instant, il n'est pas encore. Pour l'instant, on a fait le livre parce que le livre nous a servi à financer notre hackathon qu'on a fait à l'IFCAM, c'est l'université d'entreprise du Crédit Agricole. On a fait ça il y a 15 jours. On a fait un hackathon pédagogique autour des nouvelles applications, autour de tout ce qui est RH, management, comment dire, nouvelle façon d'apprendre, nouvelle pédagogie en fait autour de tout ce qui est le monde de la recherche d'emploi, du RH et de la formation. Tu devrais regarder, le travail que fait Valérie Chanal sur l'apprentissage inversé. Mais tu pourras faire une bulle là. Et Marcel Lebrun aussi, qui est grand spécialiste de l'apprentissage inversé aussi. Voilà. Excellent. Et donc, Jean-Claude Agaspé, tu peux nous parler de tes bulles? Essayer de faire du pouce un petit peu de où est-ce qu'on est rendu. C'est parce que ce que j'ai vu dans les dernières années, tout le monde a décidé de passer d'une structure qui était plus hiérarchique à une structure qui est un peu plus horizontale, puis à mettre de la collaboration. Et ce que ça pose comme problème, c'est beaucoup d'entreprises ne se donnent, d'entreprises et de gestionnaires se mettent en situation difficile par rapport à prendre une décision. Soit parce qu'ils ont peur du risque, soit parce que ils ont comme mindset, là, il faut absolument partager le pouvoir, il faut partager la prise de décision. Et là, ça pose tout le problème que les entreprises prennent des décisions, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et là, on va dire, c'est cette mécanique-là, comment arriver à faire un équilibre entre justement cette prise de décision partagée-là et une prise de décision dans certains cas qu'il faut prendre assez vite parce qu'il y a une opportunité, etc. Ça fait que ma préoccupation, on va dire, allez, le collaboratif, mais comment s'assurer que le collaboratif ne vienne pas, dans certains cas, influencer sur la décision stratégique qui, elle, doit se prendre soit à court terme, soit en fonction de certains décideurs. Hein, on dirait, c'est ma préoccupation à être de cet ordre-là. Merci Jean-Claude. Frédéric, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ce que vous voyez là en ce moment? Alors, je dirais que je viens d'entendre la problématique
de Jean-Claude et que c'est vraiment pour moi aussi de vraies problématiques. Là, je dois dire que comment résoudre ça, je n'ai pas de réponse là dans l'instant. Il faut y réfléchir. Excellent. Alors, Pascal, moi j'ai des questions par rapport au nouveau paradigme qui s'installe, travail en petits groupes, le client et le boss, networking. Est-ce que tu vois un lien dans les problématiques de ton projet de la rentrée là? Oui, bien sûr, oui. Aujourd'hui, on est, ce que disait aussi Jean-Claude, on n'est plus dans la hiérarchie, on est on est dans le réseau en fait. Et que même au sein d'une organisation, il faut travailler en réseau et que la hiérarchie, c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'à un moment donné, on doit reporter quelque chose à quelqu'un, mais que dans le quotidien, ce qui est plus important, c'est de travailler ensemble et que le travail ensemble, c'est avant tout de créer l'équipe qui va être la plus adaptée pour répondre aux besoins. Point, c'est tout. Donc, c'est vrai que ça remet en cause plein de choses parce que le boss, ça peut être le boss à un instant T, mais le leadership peut être tournant, le leadership peut changer en fonction de la phase du projet. On peut créer, là je suis en train de les former à utiliser Teams, qui est une des fonctionnalités d'Office 365, qui est en gros le Slack de Microsoft, hein, Microsoft a lancé Teams pour essayer de contrer Slack. Et donc, tu retrouves à peu près les mêmes choses que tu peux trouver dans Slack. Et de leur faire comprendre, en fait, qu'au-delà de l'outil, ce qui est important, c'est à un moment donné, je dois répondre à un appel d'offres d'un client, je dois répondre à une nouvelle fonctionnalité sur l'application qu'ils vendent à leurs clients. Comment je résous ce problème-là le plus rapidement possible et de la manière la plus agile? Est-ce qu'on est obligé de passer par les responsables de chaque département qui sont concernés pour avancer, pour prendre une décision, et ainsi de suite. Alors, il y a des décisions qui doivent être prises par la hiérarchie, ça on est d'accord, mais au-delà de ça, 80% des décisions n'ont pas besoin d'être prises dans une structure hiérarchique. Elles peuvent être prises, je dirais, d'une manière collégiale ou la plus consensuelle possible par l'équipe. Et c'est ça qu'il faut faire prendre conscience aux personnes. Et là, la technologie peut aider parce que les informations se diffusent plus rapidement. Il n'y a plus de temps de rétention. Il n'y a plus le fait que seulement certaines personnes ont accès à certaines informations. Il y a tous ces aspects de transparence, de confiance qu'il faut mettre en œuvre pour que vraiment que la mayonnaise prenne. En fait. Sinon, ça accroche pas. Et là, c'est là le plus dur, c'est de casser ces vieux paradigmes, de dire bon, arrête de penser comme avant. Je dirais, là, je vois au départ, quand je suis arrivé, il y avait quelques SharePoint et ainsi de suite. Ils avaient géré des droits comme dans les années 90, où la compta, elle a le droit de voir que ça et que ça en lecture, en écriture. Enfin, ok, tu as le droit, t'as besoin de droits à des moments, mais faut arrêter de créer des structures de droit hiérarchisées avec des silos, quoi. Des silos puis des politiques d'héritage technologique qui font que au bout d'un moment, le système il se bloque lui-même, il est difficile à maintenir, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai fait exploser tout ça. En fait. Excellent. Ben, merci, Pascal. Est-ce que oui, tu es le terroriste de la collaboration, Pascal? Non, justement, c'est terroriste de la collaboration. Non, je ne suis pas le djihadiste du collaboratif, non. Je le fais d'une manière consensuelle, si tu veux. La collaboration, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et donc aujourd'hui, si tu veux, moi, je n'impose pas. Je fais voir et je suscite l'envie. Je leur fais faire. Je crée plein de trucs qui sont des sandbox, un petit peu, des bacs à sable, dans lesquels on travaille à blanc. Et puis là, hop, d'un seul coup, ça ouvre des perspectives et les gens, hop, rentrent dans le sujet et puis disent, ah, mais c'est ça qui m'intéresse plus. Un peu comme l'expliquait Virginie, en fait. Moi, je pose des trucs, je fais voir ce qu'on peut faire avec et après, on construit ensemble. Donc, c'est un peu dans ce sens-là.
Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est qu'en fait, il y a une nouvelle sorte de hiérarchie qui pourrait se mettre en place, qui n'existe pas encore vraiment. C'est par rapport à la compétence. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les évaluations de compétences de tous comment dire, les membres d'un projet. Et puis, à partir de là, en fonction des compétences, en fonction du problème qu'on a, on met une compétence face à ce problème. Et puis, c'est une sorte de pseudo-hiérarchie, mais basée sur les compétences des uns et des autres, en fait. Ce qui fait que c'est plus une hiérarchie basée sur une seule ou quelques personnes, c'est une hiérarchie basée sur le groupe et la compétence du groupe. C'est pas une hiérarchie militaire. Tu devrais regarder la méthodologie SADCI, S-A-D-C-I. Fais une bulle. Génie. Si je peux me permettre, moi, qu'est-ce que je constate dans ma pratique un peu par rapport à ça, c'est l'écart qu'il y a entre l'acceptation d'une idée et le changement de pratique. Pour l'acceptation de l'idée, on réussit passablement bien à faire accepter. Les gens sont généralement très enthousiastes même. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus retard puis qui ils restent plus sur leurs anciens schèmes de pensée et tout. Mais quand vient le temps de changer la pratique, dans toute sa complexité, tout ce que ça comporte, de plus petits mécanismes ou plus grands, c'est là que les gens, il y a plusieurs échecs. Ils n'arrivent pas à décortiquer tous les mécanismes qui sont impliqués dans leurs activités quotidiennes, puis ils n'arrivent pas à les reconstruire, à les réinventer. Puis je trouve que comme consultant, en général, on échoue aussi à les accompagner là-dedans. Il y a beaucoup de progrès à faire. C'est Jean-Claude, là, c'est parce que ce que ça pose comme problème, puis là, je reviens à ce que Virginie disait, c'est toute la capacité de travailler avec l'humain. Et là, on commence à rentrer dans les styles de relations interpersonnelles, tu sais, des caractéristiques personnelles des individus. Et là, on va dire, comme gestionnaire, on n'a pas nécessairement toujours le temps de travailler justement sur ces individus-là ou sur ces composantes-là. Et là, c'est un petit peu ça, on va dire, qui pose la principale difficulté. Comment travailler en même temps qu'on a sur l'humain et travailler sur une full-time job qui nous est imposée. Là. Ça fait que c'est un peu cette conciliation-là qui est difficile à faire. Et là, quand on s'est embarqué dans des mécanismes qui étaient plus des mécanismes de participation et de collaboration, on se disait, ça va être plus facile de prendre la décision ensemble, en groupe, elle va être meilleure. C'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement toujours le cas. Parce qu'elle aussi demande un effort, puis elle demande un effort plus personnel, on va dire, dans bien des cas. Là. Il faut aussi surtout casser en fait les liens précédents parce que pour aller vers la nouveauté, en fait, il faut devenir agile. Et puis si les liens, entre les gens sont très forts, en fait, le problème c'est que ce sont des liens de collaboration, mais quelquefois aussi de pouvoir. Et puis si les liens restent en place, on pourra mettre en place tous les projets innovants ou même les toutes petites modifications imaginables. Ça ne passera pas simplement à cause de ces liens de pouvoir et de ces structures qui sont, très interliées. Donc, l'idéal, si c'est possible, c'est de changer, en fait, les répartitions des postes des uns et des autres des équipes. Il faut changer les équipes, en fait. C'est la solution qui est radicale, mais qui permet de construire des nouvelles choses. Parce que si on travaille avec des équipes existantes, en plus qui sont là quelquefois depuis 20 ans ou 30 ans, alors là, c'est là qu'on est dans l'échec. Parce que eux, ils vont bloquer face à l'innovation et puis ils iront pas de l'avant. Simplement parce que ils sont, interliés par les choses du passé, par leurs liens entre les gens, leurs liens de pouvoir, leurs liens de, leur place qu'ils veulent pas qu'elle bouge. Et puis à partir de là, on est face à un bloc. Puis ce bloc, on n'arrive plus à le changer en fait. Donc l'idéal pour moi en fait, si c'est possible dans une organisation, c'est de faire changer les postes et puis de changer la structure originelle en fait. Il faut sortir la zone de confort, c'est ça qui est toujours difficile. Ouais. Oui. Est-ce que François est là? Allô, François? Oui, allô, bonjour. Désolé, oui. Je suis encore au travail. J'ai des choses à terminer encore, donc j'ai pas mal écouté. Et voilà,
pas eu le temps de rajouter des bulles, mais c'est très intéressant les retours d'expérience, surtout des uns et des autres. On n'a pas tout le temps des cas concrets, donc là, c'était très intéressant. Toi, tu as un cas concret? Oui, non, dans le bâtiment, je parle toujours de ça, mais c'est le problème de travailler avec de la collaboration entre entreprises. Donc, Oui. il n'y a aucun cadre. On a éventuellement des contrats les uns avec les autres, mais souvent on travaille pour un maître d'ouvrage et c'est un peu au bon vouloir de chacun. Donc, c'est un peu spécifique. J'ai pas trouvé d'autres métiers dans lesquels on avait vraiment plusieurs entreprises qui travaillent ensemble dans un but commun. Enfin, ça doit exister, mais je sais pas si vous avez d'autres exemples. Dans l'automobile. Oui, oui, mais parfois c'est des sous-traitants, donc il y a des relations quand même. Non. Par exemple, Renault, Mercedes, ou Renault Ford, ou Peugeot, Mercedes. Enfin, bon, bref, il y a souvent des coopérations qui sont mises en place par des projets d'innovation verte. Et donc, ils décident de construire, par exemple, une plateforme automobile ensemble pour mutualiser les coûts et puis permettre à cette plateforme de développer plusieurs types d'innovations qui leur permettront d'être beaucoup plus rentables à terme. Donc, ils mutualisent leurs efforts et puis à terme, en fait, la construction de la voiture va se faire avec leur propre technologie, mais sur une base commune, développée de façon commune. Alors, il faudrait voir quel engagement ils prennent. Est-ce que c'est une collaboration vraiment ouverte ou est-ce j'imagine qu'il y a des limites quand même. Ils donnent pas tout leur savoir, ils s'échangent pas tout leur savoir-faire. Non, mais il y a un cadre défini de travail qui est de dire on va faire une plateforme de voiture pour un segment B, par exemple. Et puis, à partir de là, ils vont réunir leurs efforts pour construire cette plateforme, pour que ce soit la plus modulaire possible, et après l'intégrer dans leur outil industriel. Ils peuvent pouvoir éventuellement mutualiser leurs compétences en créant une usine. Par exemple, ce que fait Renault avec Nissan, aujourd'hui, tu as des Renault et des Nissan qui sont construits ensemble. Dans l'aéronautique aussi, toute cette l'aéronautique peut-être, oui, c'est vrai. Oui, va voir du côté de Toulouse. Il faut c'est vrai que l'aéronautique, Airbus et Bombardier, par exemple. Airbus et Bombardier sur la série C. Non, mais je pense que c'est un changement de mentalité au niveau de l'entreprise qui doit se faire. Et ça nécessite par moment peut-être de mettre en place une rupture organisationnelle ou une rupture au niveau des pratiques qui est vraiment supportée par le management, donc le conseil d'administration, et qui a pour objectif de montrer aux salariés, maintenant, il faut que vous changiez, et puis, parce que nous, on va aller dans cette direction et que tout le monde... mais c'est vrai, quand on a une entreprise sur deux qui est voilà, après c'est des relations de personnes, comme ça a été dit aussi, mais parfois il y a des personnes qui veulent aller de l'avant, et puis oui, alors après est-ce qu'il y en a un qui doit jouer le chef d'orchestre et vraiment emporter? C'est le PDG. Regarde ce qui se passe avec Orange. Ici, on a eu la presse. Donc, ce sont des personnes avec un leadership extrêmement fort, avec une vision très forte, et à partir de là, tout le monde s'aligne derrière. Derrière ça, on regarde toujours par rapport à un leader. Si le leader nous dit de faire ça et qu'on est en accord avec les orientations, on va le faire. Il y a peut-être une question de leadership, c'est vrai. Ça sera à creuser. Excellent. Est-ce que Loïc à Bujumbura est en ligne? Non, il n'y a pas de Loïc à Bujumbura. Donc, on continue. Est-ce que tout le monde a eu l'occasion de présenter ses bulles? Joël? Oui? C'est Maher. Maher? Oui. Oh, Maher. Comment ça va? À Poitiers. À Poitiers, c'est ça. Excellent. C'est toujours vraiment un échange très instructif sur les cafés des connaissances. Et voilà, donc je voulais parler d'un exemple récent avec une équipe avec qui je travaille ces derniers temps. Et justement, on travaille sur l'analyse des usages dans des milieux éducatifs, mais pas que, dans les bibliothèques, etc.
Et en fait, on a commencé, c'est une petite équipe, mais qui est une équipe pluridisciplinaire, et que chacun, il a ses propres représentations des choses, et que ça, au début, ça n'a pas facilité en fait de se mettre d'accord tous sur ce qu'on veut faire ensemble. Et en fait, dans ces travaux d'analyse d'usage, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que d'abord, nous, en interne, on a trouvé qu'on n'est pas d'accord sur la terminologie qu'on partage. Et en même temps, on a constaté, en fonction de la revue de la littérature et tout ça, dans les différents travaux et avec nos différents partenaires, que, en fait, quand on parle d'usage, parfois il est renvoyé vers pratique, par exemple, ou tout simplement vers l'utilisation des outils numériques. Et ce qui constitue en fait une confusion sur les trois termes là cités, par exemple utilisation, usage et pratique. Et donc, nous, on a constaté une double contrainte, c'est-à-dire que nous, entre nous, on ne partage pas les mêmes représentations des choses, et que justement, en fonction de besoins qui sont exprimés par nos partenaires et par les différentes personnes avec qui on travaille, donc, on a constaté la même problématique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a commencé à se mettre à la place de chacun d'entre nous, en fonction de sa discipline d'origine. Et ce qui je pense que j'ai mis l'empathie quelque part, dans le but. Et on a construit une petite équipe de 6 personnes. On travaille ensemble. Et c'était la première idée, c'est de se mettre d'accord entre nous déjà sur la terminologie qu'on utilise et en même temps voir est-ce que cette terminologie elle est suffisamment conceptualisée dans la littérature. Et donc on s'est rendu compte d'un certain nombre de difficultés qu'on les a identifiées et que actuellement on travaille sur la conceptualisation de ces termes à partir de travaux existants, mais en fonction des cas, des exemples concrets qu'on les a confrontés récemment. Et donc le travail qui a commencé au début avec des divergences qui étaient bien visibles, aujourd'hui on est une petite équipe, mais vraiment soudée, qu'on partage la même problématique d'abord, mais on partage la plupart des représentations qu'on a par rapport à ces représentations. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait une co-construction ensemble en fonction de notre petit exemple. Voilà. Excellent, Maher, parce que là, tu prends le point de vue de vous comme client là, qui formez une petite équipe et c'est quoi vos usages là. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'avait pas trop parlé de ça à date et puis c'est la clé. Par exemple, Alexandre parlait des votes dans les élections, mais est-ce que les candidats se sont penchés sur les usages? Est-ce qu'ils se sont penchés sur les inquiétudes des personnes? Et c'est pas très clair. Ils essayent de vendre un projet ou une vision, mais ils ne partent pas de l'analyse des usages là. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Peut-être que je me trompe. Là. En tout cas, ils ne partent pas de l'analyse des usages que moi, j'ai mentionné à mon petit roi dans mon arrondissement. En tout cas, si ça pourrait éclaircir un peu les propos de tout à l'heure, c'est qu'on a plusieurs approches en fait pour aborder cette question d'analyse d'usage à travers des méthodes classiques, qualitatives, en fonction des entretiens qu'on réalise avec les différents acteurs là, qui concourent pour les dispositifs utilisés. On a aussi des méthodes quantitatives, classiques, mais aussi ce qui est nouveau, et pour moi aussi c'est vraiment tout à fait nouveau, c'est l'analyse des usages en fonction des analyses des traces. Mmh.
Et les traces sont les traces numériques laissées par de personnes qui ont eu, avec qui on a eu l'accord d'utiliser leurs traces. D'accord. Donc ça pose une question éthique, ça pose une question technique, ça pose nombreuses questions en fait. Ils avaient justement des architectes, designers là, qui faisaient des études de traces à partir de photos, surtout dans les places publiques. Qu'est-ce qui avait été designé comme parcours pour les piétons et qu'est-ce que les piétons faisaient effectivement. Et là, on voyait apparaître des nouveaux sentiers qui étaient très différents. Et donc, ça montre que les usagers avaient décidé de modifier les usages et les parcours. Et puis, c'est exactement le point sur lequel on travaille, entre la différence entre l'usage réel et l'usage prescrit. Pascal, oui. Non, vas-y, finis, mais rien, je prendrai oui, après. C'est-à-dire que souvent, on découvre on constate que, franchement, l'intervalle, l'écart, il est énorme, quoi. Voilà. Tu veux commenter? Moi, j'avais un exemple concret j'avais rencontré chez un client il y a quelques années où c'était un centre qui étudiait le design et la conception de salles de bain. Et en fait, ils avaient demandé à un panel de personnes de pouvoir prendre une photo. Et donc, ils avaient fait comme un mur Pinterest. Des murs, ils avaient fait des photos avant que monsieur rentre dans la salle de bain et après, avant que madame rentre dans la salle de bain et après. Et je dirais, et tous les spécialistes du design, c'est comme ça que sont arrivés en fait les tiroirs dans les meubles de salle de bain en fait. Parce qu'en fait, ils ont vu comment fonctionnaient les personnes en fonction de comment ils positionnaient leur équipement pour leur toilette. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont aperçu qu'il y a un côté, il fallait peut-être un côté pour monsieur, un côté pour madame, et ce genre de choses. Effectivement, oui. Nous, on a une expérience justement sur le GDP Lab par rapport à ça. C'est la façon dont les gens arrivent sur notre plateforme de formation. Et il y a 10 façons d'arriver sur la plateforme. Et puis, à une époque, on avait démultiplié en fait tous les accompagnements sur les multiples façons d'y arriver. Et puis, on s'est aperçu que finalement, ça servait à pas grand-chose en fait. Et on en est revenu à une façon de présenter l'information. Alors, quelle que soit la façon dont les gens arrivent sur notre plateforme, à un moment donné, de toute façon, ils vont arriver sur un point, un point de chute. Et puis, ils vont reconstruire leur information à partir de ce point de chute. Donc, nous, on a expérimenté la multitude des points d'entrée. Et puis, finalement, on est revenu à un seul point d'entrée. Que les gens arrivent de façon multiple, mais parce que simplement pour nous, ça devenait très, très lourd à gérer. Et puis aussi, de toute façon, à un moment donné, les gens vont rentrer dans la façon de faire qui est définie, en fait, quelle que soit la façon dont ils sont arrivés dès le départ. Puis après, ils vont se l'approprier, cette façon de faire. Chacun de son côté. Chacun intégrera une partie de la connaissance et d'autres une autre partie, mais en tout cas, nous, on a essayé les multiples façons de faire en même temps et on en est revenu à une seule. Ça, c'est notre expérience à nous, en tout cas. Excellent. Donc, Alexandre, qu'est-ce que tu proposes pour l'étude des usages pour nos chers candidats? Écoute, je dois dire qu'à l'écoute de tous vos arguments puis vos points, je constate que je suis assez néophyte dans la chose. C'est sûr que, pendant une campagne électorale, il y a une approche compétitive qui est certainement pas la meilleure pour revenir justement à des cercles collaboratifs, à créer des liens de confiance, de transparence, par exemple. Mais c'est certainement un idéal, particulièrement si on prend en considération que la politique municipale est celle qui touche les gens le plus près dans leur quotidien.
Donc, voilà, c'est là où c'est plutôt un constat qu'une piste de solution, malheureusement, mais voilà. D'accord. On n'entrera pas dans la critique des plans municipaux. Luc, à ce stade-ci de la discussion, est-ce que tu as des choses à rajouter? Que je ne me mouillerai pas non plus sur la critique du système politique pour l'avoir étudié lors de l'électoral. C'est un sujet dont on ne s'en sort pas en quelques minutes comme ça. Bien complexes sont les réseaux au niveau municipal. Ouais. Qui est arrivé? Dalila. Dalila? Bonjour Dalila. Allô? Oui, bonjour Dalila. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oh, vous avez commencé depuis une bonne heure, désolée. L'heure ne me va pas du tout, l'horaire ne me va pas du tout. Je viens de rentrer. Ah, d'accord. Désolé. On fait ce qu'on peut avec les horaires pour... Ouais. Tu peux expliquer dans quelle ville tu es, dans quel horaire? Tu as l'heure de Londres, toi, hein? Maintenant, oui, il y a 18h30. Voilà, 18h30, je viens de rentrer, donc je travaille. Je suis sur Alger. Oui. Et là, je viens de rentrer, donc je vous dis pas, les embouteillages en vie, c'est terrible. Un chemin que vous faites à pied à 10 minutes, vous le faites pour 10 minutes, en voiture, vous le passez facilement une demi-heure. Hein. Oui. Et le vélo, vous faites pas de vélo à Alger? Non, il n'y a pas de vélo. Fais-le à pied. Il y a pas de... Fais-le à pied. Je peux pas parce que j'accompagne mes enfants, du coup. Ah, ok. Je voudrais bien, ça fait du sport, mais bon. Bon, d'accord. On va t'envoyer des running shoes spéciales pour la... Moto, par contre, il y a de la moto, il y a comment on appelle ça, là, il n'y a pas de vélo. Il n'y a pas de vélo. Je vois beaucoup de motos, il n'y a pas de vélo. Ah, d'accord. Ici, le vélo à Montréal devient très populaire. Ouais, c'est bien. Et on fait des pistes spéciales pour les vélos. À Paris, ils ont sorti un nouveau vélo. Oui? Ouais. Bon, excellent. Et donc, est-ce que tu as des propositions pour la discussion d'aujourd'hui, Dalila? On parlait justement des usages. Alors, toi, c'est quoi les usages de transport à Alger, à part l'auto? Il y a du transport en commun? Oui, il y en a, mais bon, il y a tellement de monde, donc il y a beaucoup plus de voitures, vous voyez, donc les gens préfèrent acheter des voitures et se libérer des transports en commun parce qu'il y a beaucoup de monde en fait. Donc même dans les transports en commun, c'est pas terrible. Du coup, les gens préfèrent économiser, acheter leur propre véhicule et puis rouler avec. Du coup, ça fait beaucoup de monde sur les routes, voilà. Ça empire la solution. La solution, je pense que le covoiturage, il est pas mal. Ça se fait en France, ça se fait pas ici. Peut-être que ça pourrait marcher. Hein. Oui. Oui. Bon, d'accord. Mais bon, il y a des conditions de confiance. On peut pas. Enfin, je sais pas. Complètement. Non, je suis complètement d'accord avec Dalila parce que dans le pays de Maghreb, le contexte est un peu différent. Voilà, culturel aussi. On ne va pas monter avec quelqu'un inconnu et qu'on ne connaît pas. Donc, il n'y a pas encore les systèmes d'évaluation comme on l'a aujourd'hui chez Blablacar ou Airbnb ou tous les systèmes là, des applications. C'est vraiment ces systèmes d'évaluation, ça permet d'établir déjà un tout début de confiance là, qui pourrait s'installer, qui permet d'établir un lien avec deux personnes
on les rencontre pour la première fois, ce qui n'est pas assez développé chez nous. On a un peu de méfiance pour les gens qu'on ne connaît pas. Oui. En Ah, plus, d'accord. du point de vue culturel aussi, on Tout peut à fait. pas, voilà, on peut pas parler, je sais pas, enfin, je pense aux femmes, elles peuvent pas, voilà, je sais pas, partir par exemple avec des inconnus hommes, peut-être avec des femmes plus ou moins, mais Il y a encore un chemin, oui, du chemin à faire. oui, tout à fait. Frédéric, à ce point-ci, là, qu'est-ce que tu observes là? Elle est partie? Non, 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 je suis toujours là. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans ce qu'a dit Mayer, c'est sur les usages, c'était le tout début, quand il disait qu'il fallait se mettre d'accord sur un langage commun et aussi faire preuve d'empathie. Voilà, savoir se mettre à la place de l'autre. Ben, j'ai trouvé que c'était une très bonne base. Voilà. Oui, d'accord. Ben, on a parlé justement que pour arriver à ce nouveau changement de paradigme, il y avait tout un effort de changement et que une des grosses difficultés, c'est aborder ce changement. Pascal, comment vous abordez ce changement? C'est quoi les difficultés que vous trouvez là? Bah, c'est toujours pareil, c'est la résistance au changement. Je sors de ma zone de confort. Ça fait 20 ans que je travaille comme ça. Pourquoi je changerais je veux perdre mon pouvoir, enfin la forme de pouvoir que je peux avoir. Et puis j'attends j'attends que tout vienne du haut. C'est-à-dire que si mon chef m'a pas dit de faire ça, je ne vais pas le faire. Un manque d'initiative personnelle. Enfin, c'est tous ces éléments-là qu'il faut essayer d'accompagner, de balayer et d'accompagner, mais c'est pas gagné. Hein. Je dirais, comme le disait Luc, je crois au début, on ne réussit pas à tous les coups. C'est pas faux. On se bat pour y aller, mais après, je dirais, si on restait 10 ans dans la boîte, on pourrait, enfin, quelques années dans l'entreprise, on pourrait peut-être continuer à faire. Alors moi, j'essaye de m'appuyer sur des ambassadeurs locaux pour qu'une fois que je suis parti, ça essaye de continuer. Mais après, Inch'Allah, comme on dirait. Mais moi, j'aurais une question pour vous. Ouais. Qui sont les personnes les plus difficiles à accompagner? Celles qui savent très bien, qui gèrent une relation de pouvoir, ou celles qui ne le savent pas, mais qui ont l'inconscience ou le conscient? Moi, je dirais les plus durs à changer, c'est les patrons, c'est les chefs. Enfin, les petits patrons. Le middle management, c'est ce qui est le plus difficile à changer. La haute hiérarchie, là, je vois le CEO et puis le DGA, il n'y a pas de problème. Ils ont compris ce que pouvait apporter le collaboratif à l'entreprise et ce que ça pouvait leur faire gagner au quotidien. La difficulté, c'est le middle management qui, lui, prend ce qui va perdre un peu de pouvoir parce qu'aujourd'hui, il considère que plus tu as de mecs sous tes ordres, plus tu as un grand chef, en fait. Hein. On est dans le mode militaire, donc c'est ça qu'il faut, et c'est là le plus dur. Après, le conscient et l'inconscient, je suis d'accord avec toi, où moi j'essaye de faire prendre conscience aux gens, c'est dans les usages collaboratifs, comment on peut au quotidien leur faire changer leur façon de travailler et qu'ils vont gagner. Donc là, aujourd'hui, les 2-3 pratiques que j'aurais fait faire, ils commencent à avoir un truc parce qu'ils ont moins de mails dans leur boîte mail, ils ont moins de courriel. Déjà je gagne. Je n'ai plus ces courriels qui me servent à rien, et ainsi de suite. J'envoie plus des courriels à tout le monde obligatoirement. Je suis plus proactif, donc je deviens acteur et non pas consommateur uniquement de ce qu'on m'envoie. Donc je m'abonne à l'abonnement, je m'abonne sur la mise à jour d'un répertoire ou ce genre de choses. Et ce qui fait que je reçois plus de mails et puis je m'abonne à ce qui m'intéresse. Ce qui ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. Ils ont créé plein de groupes dans Workplace. Et, au départ, tout le monde s'inscrivait dans tous les groupes, mais après, c'est ça à quoi. Je dirais, moi, tu peux créer un groupe sur le tricot sur Facebook, j'irai jamais si tu veux. Mais c'est de la prise de conscience et puis surtout le fait qu'on n'apprend pas à devenir collaboratif. Et l'éducation qu'on a eue à l'école ou au début de notre carrière professionnelle était
antinomique avec le collaboratif. On est dans le mode militaire, on est dans le mode compétition, on n'est pas dans le mode coopération. Donc, et c'est tous ces éléments-là qui sont en train de changer. Alors, c'est pas simple. On est en train de changer de modèle, ça crée des craintes, ça crée plein de choses. Chez d'autres clients, j'accompagne la mise en place de moteurs sémantiques et d'intelligence artificielle. Je ne vous raconte pas les problèmes d'éthique ou les problèmes que ça peut aussi engendrer. Donc, tous ces éléments-là font que on est pour moi dans une période formidable parce que nous, on a la chance, puisqu'on est dans ces métiers-là, de pouvoir accompagner le changement. Alors, sans avoir d'idées préconçues, sans avoir d'idées toutes faites ou des solutions toutes faites. C'est en fait, comme disait Virginie, puis certains d'entre vous disent, c'est chacun s'approprie ce qu'il a envie de s'approprier parce qu'il y voit un intérêt et chacun va adopter la pratique ou pas l'adopter parce que ça lui fait gagner quelque chose, sinon il ne l'adoptera pas. Excellent. Et donc, Jean-Claude Agaspé, tu as des commentaires? Non, Joël, pas de commentaire. Mais je te dis par contre qu'à 14h45, je dois vous quitter. À 14h45, on ne sera pas là de toute C'est-à-dire façon. À 13h45, excuse-moi. Mon heure a changé. Oui, tu as avancé l'heure, là. C'est ce week-end qu'on change l'heure, Jean-Claude. Et on recule. On recule en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on pourrait parler, peut-être, puisque là, le monde commence à partir, on pourrait aller à nos commentaires de la fin. OK, donc, proposer qu'est-ce qu'on voudrait discuter la prochaine fois et qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui. Frédéric, est-ce que tu veux nommer à voix haute tes commentaires et comme ça, je pourrais les écrire? Alors, mes commentaires. Alors, qu'est-ce que je retiens? La collaboration, le changement, les usages. Qu'est-ce qui m'a marqué? L'empathie. La collaboration. Oui, l'empathie. Est-ce que tu proposes un thème pour la prochaine fois? Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est l'humain au centre et pas les outils. Voilà, ce que je retiens de tout ça, c'est que si on va avancer, c'est d'abord l'humain et les services au service. Les outils, pardon, au service de l'humain et pas l'inverse. C'est noté.
commence un tour de table. Jean-Claude, en premier lieu, puisque tu nous quittes, là. Merci. Merci beaucoup. Participation intéressante. Il y a des nouveaux. C'est d'autant plus enrichissant qu'une fois de temps en temps, il y a un nouveau qui ne connaît pas nécessairement le contenu. Et ça nous fait réfléchir un peu sur comment est-ce qu'on aborde un contenu auprès d'une personne qui ne connaît pas le contenu. Ça fait que j'ai appris au moins de cette expérience-là ou de cette session-là qu'on a à avoir une préoccupation pour les nouveaux qui ne connaissent pas le domaine. Merci, Jean-Claude. Frédéric, tes commentaires de la séance? Je reviendrai. Excellent, Frédéric. Alors, je vais te réenvoyer le courriel pour que tu puisses faire ton compte et puis que ça va être plus agréable pour toi de participer comme ça et d'avoir accès. De toute façon, il y a une vidéo qui sortira peut-être si la technique nous accompagne. Merci. Dalila, à Alger, les commentaires de la fin. Je n'ai pas été très présente. J'étais en train de lire ce que vous avez fait dans l'espace co-construction et l'empathie m'a accroché. Donc, moi, je voudrais bien qu'on parle sur la citoyenneté organisationnelle. Citoyenneté organisationnelle. OK. Voilà. On va noter ça. Voilà. Citoyenneté organisationnelle. Qu'est-ce que tu voulais dire, Dalila, par... Alors, citoyenneté organisationnelle, c'est en fait c'est en fait quand on est dans une organisation et il y a certainement de l'entraide entre collègues, mais qui n'est pas forcément, c'est-à-dire qu'on attend toujours quelque chose derrière. Certains attendent en tout cas quelque chose derrière et certains non. Et puis il y a des organisations qui prennent ça en considération, donc qui vont peut-être c'est un système de récompense, mais qui n'est pas vraiment visible. Et donc, voilà, peut-être utiliser ça pour comment dirais-je, favoriser l'innovation ou, enfin, je sais pas, moi j'avais lu sur ça, il faut peut-être que je lise davantage. Voilà. Excellent. Maëlle, ton mot de la fin? Oui, alors moi j'ai beaucoup apprécié les différents regards qu'on a par rapport à cette même problématique, c'est-à-dire qu'on parle de la même thématique, mais en fonction de nos différentes expériences, on apprend beaucoup des expériences des autres. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant, le fait de maintenir cette occasion de voir comment le font les autres par rapport à la même problématique qu'on rencontre au quotidien, etc. Ces différentes expériences qui m'ont marqué en fait aujourd'hui pour ces cafés découvertes. Et pour ne pas échapper à la question de qu'est-ce qu'on propose pour la prochaine fois, je préfère réfléchir un petit peu et répondre soit par mail, soit s'il y aura un sondage ou quelque chose comme ça comme la dernière fois. D'accord. Donc, okay, merci. Tu nous reviens là-dessus. Merci. Excellent. D'ailleurs, à tout moment, vous pouvez rejoindre cette page et rajouter des éléments là. Donc, voilà. Alexandre, tu es un nouveau. Oui, ben effectivement, comme le premier intervenant disait, je pense pas qu'il faut faire un effort nécessaire pour vulgariser ces discussions-là quand un nouveau comme moi vient. Je pense que justement la plateforme
Et là, pour ça, je pense que c'est relativement facile pour moi d'apprendre et de comprendre, surtout avec les interventions orales autour de ça, d'un sujet qui est, ma foi, palpitant et prometteur. Donc, voilà, c'est sûr que je partage l'enthousiasme de Frédéric et je serai forcément des vôtres une prochaine fois aussi. Bienvenue, merci. Alors, Luc, un autre nouveau? Oui, l'expérience a été, ma foi, aussi enrichissante que je pouvais l'imaginer. Il y avait déjà il y avait eu plusieurs invitations, puis le timing n'y était pas, mais je suis ravi, puis je souhaite, reprendre de nouveau cette conversation avec vous ou avec d'autres. Puis pour la prochaine fois, un thème qui m'intéresse beaucoup, puis pour lequel je serais curieux de vous entendre, c'est la question de la gestion des connaissances couplée avec celle des parcours d'apprentissage individuel. C'est un sujet dont j'entends de plus en plus parler, surtout dans le monde anglophone. Alors, je serais curieux de savoir ce que vous en savez. OK, mes parcours individuels. OK. Et donc, merci. Loïc, ici à côté de moi. Oui, bon, bah, ça a été, comme d'habitude, une belle expérience avec des partages très intéressants. J'ai rien à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à ça. Et moi, j'ai un thème qui serait intéressant, c'est lier le chatbot, l'IA et la collaboration, puisqu'en fait, avec l'introduction toujours plus importante de l'IA dans les organisations, les façons de collaborer, au sens, vont aussi énormément changer. Et comment l'humain va collaborer avec l'IA? C'est toute une question qui serait peut-être intéressante d'étudier, puisque en fait, le rapport de l'humain à l'humain est déjà difficile, donc le rapport de l'humain avec un outil, comment il va être et comment ça va se passer tout ça. Excellent. Donc, je t'invite à faire des bulles. Okay. C'est marqué, mon cher Joël. C'est marqué. Excellent. Alors, Pascal à Paris, est-ce que tu veux tes commentaires de la fin? Belle expérience, bienvenue au nouveau, content de savoir qu'ils vont revenir, ça c'est super, on pourra échanger. Les sujets qu'ils ont cités m'intéressent, je dirais le KM et le parcours, ça c'est des choses auxquelles on pourrait parler, on en a déjà parlé entre nous, Joël et Loïc et Jean-Claude, mais on peut avoir d'autres visions sur le sujet. Le sujet de la citoyenneté organisationnelle de Dalila m'intéresse là aussi. Et je pense que le sujet de Loïc aussi, parce qu'on en a déjà discuté ensemble un petit peu. Et moi, j'ai écrit 2 articles là-dessus. J'ai écrit Sam, mon premier robot. En fait, je raconte l'histoire d'un consultant qui doit travailler avec un robot pour la première fois. Et donc, j'exprime la vision, je dirais, humaine. Et puis, j'ai écrit le 2e robot, c'est le robot qui donne sa vision de travailler avec un consultant humain. En fait. Donc ça serait intéressant en fait de pouvoir dialoguer là-dessus, donc et toujours content de participer à cette belle expérience. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent donner des commentaires de la fin? Oui, Virginie. Virginie? Virginie. Oui, alors je trouvais que c'était super intéressant comme séance. Souvent, elles sont super intéressantes, donc voilà. Mais en plus, je trouvais intéressant le fait que les nouveaux viennent d'horizons complètement différents et viennent élargir notre vision des choses. Parce que c'est vrai, j'ai cru comprendre qu'il y avait de la politique, un peu de la formation. Je n'ai pas bien compris tous les profils des uns et des autres, mais je trouvais que ça ouvrait des perspectives différentes dont on n'a pas l'habitude, ou alors on a tellement l'habitude de ces perspectives qu'on ne pense même plus à les déployer, en particulier au niveau de la formation. Donc je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de nous remettre un petit peu en question et puis voilà, moi j'aime bien aussi me remettre en question, donc Frédéric le sait, ça fait partie de mon fonctionnement de base, donc voilà, donc je suis très contente de la perspective de nouvelles discussions passionnantes. Excellent. Excellent, Virginie.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes que je ne vois pas et qui n'ont pas parlé? Non, tout le monde a eu son mot de la fin. Bon, ben excellent. Alors, pour ma part, moi, je suis très content de la grande diversité qu'il y avait autour de la table, autant diversité de points de vue que diversité d'endroits représentés. C'est magnifique, ça. Et donc, je vous invite cordialement le mois prochain. Et donc, on va peut-être voir avec Dalila quelle heure ça convient plus, là, mais en tout cas, pour ma part, ici Joël à Montréal et je suis très content de ce café-là et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt. À Au bientôt. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Quitter la règle. Voilà.